Sitting Bull. Extrait du livre de Christian Bulting, Un jour d'exercice sur la terre, chez Gros Texte. Par deux fois, cette joie, foudroiement de joie, donnez la vie, donnez la vie, donnez la vie. Plus seulement capter la vie, tracer la vie. Transmettre la vie, la laisser passer par soi, dissoudre le moi, n'être plus qu'un agent biologique, une base corporelle pour l'érection de la fusée, le lancement de la course, où les pépites mâles s'échappent en quête d'une planète femme, ou s'engloutir et ressurgir, autre être en devenir. Cellules, œufs, embryons, fœtus, nouveau-né, balai des années, images en accéléré, sur l'écran de la mémoire, nourrisson, petits pots cuirés, orangés, verdâtres, fruits, légumes, voilà le petiot, la petiote. Attangué sur ses pieds, essaie de me rattraper. Équilibre sur deux roues, l'eau apprivoisée. Équilibre sur deux roues, l'eau apprivoisée. Je sais lire, écrire, compter de plus en plus. Difficile de m'en compter plus que papa. Noël de croches, de Pâques, de petites souris. Je grandis, mes seins poussent, mes poils, ma bite grossit, et dans ma tête, pas simple. Je suis un jeune homme, je suis une jeune fille, et tu as aujourd'hui 14 ans, ma fille, même et différente, qui est là, qui m'enchante. Et je suis toujours cet homme à la veille d'écrire son meilleur livre de poèmes. Qui le poème que on le récitera, sans savoir de qui, sans connaître celui, toujours cet homme sur le point de vivre. Son plus bel amour, la relation épanouie, apaisée, sans cesse, rêver, repousser, d'une rupture, l'autre, d'une saison, l'autre, et les années s'affalent les unes sur les autres. Nous voilà à 56, tapante. On passe de nous envoler pour un bout du monde imaginé, gamin, libéré, de la peur, du semblant, du masque. Nous avançons d'un pas tranquille dans ce monde, et ce présent, nous le savourons, cerise, cueillie sur l'arbre mûr du buisson. Confiture, maison, mousse au chocolat, poulet rôti, pommes de terre nouvelles, pain qui croustille, mie et madeleine. Chaque jour se déguste, comme une surprise, salée, sucrée, amère. Les proportions ne sont jamais les mêmes et toujours dans la bouche, trace du délicieux qu'on ne renonce pas à réinventer, succulente, inédite. Le grog. Elle monte, portée par la vapeur qui s'élève de l'eau bouillante, puissante, âcre, sucrée, violente. Elle flatte les narines et fait tourner la tête. L'odeur nous le fait déjà boire. Le bol brûle les paumes des mains qui le soulèvent jusqu'aux lèvres. Celle-ci s'entr'ouvre pour laisser passer quelques gouttes du liquide parfumé. Elle coule dans la gorge comme la lave à flanc de montagne. Elle réchauffe le corps entier en commençant par la poitrine, le faisant frissonner délicieusement. Une douce chaleur envahit les membres à mesure que l'on boit le mélange d'eau et d'alcool. Bientôt, au lit, on transpirera, éliminant le froid, le rhume. Quand, souvent en vacances de Pâques, mais parfois l'hiver ou même l'été, j'avais pris froid, éternellement, tremblant, mamie me disait « Je vais te faire un bon grog ». Devant mon peu d'enthousiasme, qu'une moue ou une grimace exprimait, elle ajoutait « Il n'y a que ça de vrai pour le rhume ». Et comme je n'étais toujours pas acquis à l'idée d'absorber une boisson chaude alcoolisée, elle concluait « Tu verras, cela te fera du bien ».
Vaguement imprégné de rationalisme médical, l'enfant puis l'adolescent que j'étais se méfiait de ces pseudo-remèdes venus du fond des âges qu'on a coutume d'appeler des remèdes de bonne femme. Que ma grand-mère poursuivît ces pratiques obscures ne me choquait pas. Elles appartenaient à son univers, un univers de l'ancien temps. Mais qu'elle prétendît me les appliquer, voilà qui me surprenait désagréablement, comme un manque de respect. Les soirs où son visage semblait se ratatiner, devenu gris, terne, où elle était secouée de temps à autre d'un violent éternuement, j'admettais qu'elle se préparât ce liquide jaunâtre censé la guérir. Elle mettait de l'eau dans une petite casserole qu'elle faisait bouillir, le léger clapotis de l'eau qui bout. Puis elle la versait dans un bol, pas un de ces grands bols blancs ébréchés du petit déjeuner, un bol sorti du placard d'à côté, un bol, pas une tasse. Ensuite, elle prenait la petite bouteille de rhum, en vidait une mesure dans le bol, puis une seconde, jugeant sans doute le breuvage obtenu trop transparent et donc sans efficacité. Et enfin, une troisième, colorant le grog d'un jaune ocre, le changeant en boisson médicinale. Je trouvais qu'elle forçait la dose et que 2 mesures auraient suffi. Mais elle semblait posséder une science sûre des proportions, celle de la ménagère qui prépare une pâte à gâteau. J'observais sa manière de verser le rhum, et son geste rapide et adroit avait quelque chose de professionnel que je n'arrivais pas à comprendre. Une adresse que le simple fait de servir des convives, même durant 50 ans, ne permettait pas d'expliquer tout à fait. Je découvrais dans ce geste, en apparence anodin, quelque chose que je ne connaissais pas, un autre univers, un monde qui n'était pas le mien et dont je n'aurais pas soupçonné qu'elle le connût, celui des serveuses de café. Lorsque le grog m'était destiné, elle allégeait la dose de rhum, se contentant d'abord d'une mesure, les enfants ne devant pas boire d'alcool, puis, finalement, devant la pâleur du breuvage, en rajoutant une petite seconde, afin d'être assuré de l'efficience de la boisson. Cette demi-mesure, vécue comme une nécessité, contraire à la morale, était du pur amour. Quand elle me disait « je vais en prendre un aussi », je ne savais jamais si c'était pour m'accompagner, le prétexte à boire un peu de rhum qu'elle dégustait avec un plaisir visible, ou pour réchauffer un cœur trop solitaire depuis le départ définitif de mon grand-père. C'est un extrait de Madeleine, publié aux éditions du Petit Pavé. Je peux faire un extrait des Anards aussi. Le soir du concert de Léo, on est entré dans la salle de cette manière. Les types qui venaient de nous laisser passer au contrôle nous mataient méchamment. Faut dire qu'on était en grande formation, une trentaine. Mais comme, suivant notre habitude, on a arrêté tout de suite après le refrain, les gus nous ont laissé filer. En nous tenant à l'œil, dans le hall d'entrée, avant le contrôle, il y avait eu de vifs échanges entre nous. Certains voulaient rentrer sans payer, avec des arguments du genre « un anarchiste n'a pas à s'engraisser sur le dos d'autres anarchistes » ou « on ne va pas reproduire la division capitaliste du travail entre artistes et spectateurs, l'un exploitant l'autre ». Un petit groupe, formé de Scribe, Mona Lisa, Gaulois, Sono, Avrel, ne voulait pas mettre la main à la poche. Il fallut les convaincre. Vous n'allez pas gâcher la fête pour 30 balles. Si vous essayez de pénétrer dans la salle sans payer, les flics vont appliquer. Léo n'appellera pas les flics. Les balaises vous foutront dehors. Et nous avec. Foutez pas la merde, les mecs, foutez pas la merde. Si on rentre tous ensemble, ils pourront rien contre nous. On est venu pour s'éclater, pas pour se faire éclater. Tout le monde craint pas pour sa jolie petite gueule. C'est pas parce qu'on en a une grande qu'on a raison. Finalement, les choses se calmèrent et chacun prit son ticket. On avança le prix à ceux qui n'avaient pas de pognon, ayant tout dépensé au café. Une fois dans la salle, comme on n'était pas du style à s'écraser contre la scène, comme les minettes et les minets des concerts de Sardou, on s'est installé en haut à droite, histoire de dominer la situation. Pas les places qui manquaient. La bourgeoisie et les masses prolétariennes ne s'étaient pas déplacées en foule pour faire un triomphe à Léo. La révolution était sans doute en marche, comme Scribe l'avait écrit, mais elle marchait tranquillos. On avait ses aises,
Pas comme, à ce qu'on m'a dit, quand ce sbire du parti était venu quelque temps plus tard, bourré à craquer, avec les bourgeoises et les pucelles qui mouillaient leurs culottes pour se péponne du music-hall. À propos de bourré, on était bien chaud quand on est arrivé à la soucoupe. On descendait direct du troquet. Notre troquet, en ville, le Palais. C'est pas un qualificatif que je lui donne, c'était son nom, le Palais. On s'y retrouvait le soir, le mercredi après-midi, le samedi. Là, c'était un mardi. On avait nettoyé pas mal de canettes, sifflé des apéros, mangé des sandwichs aussi. Délicieux, ils étaient leurs sandwichs. Pas chers et délicieux. Bref, on s'était mis en train. Pour quelques-uns, ça avait duré de la sortie du lycée à l'heure du concert. On s'y était rendu comme on avait pu, beaucoup à pied. Ce concert, on l'attendait comme un moment de fraternité, à travers la musique. Dans l'anarchie, Léo, c'était le seul chanteur anard, et Paul Laveille. Un peu notre porte-voix, qui gueulait en public ce que personne ne voulait entendre. Pour nous, il ne s'agissait pas d'assister au spectacle d'une vedette de la chanson, mais d'être avec un des nôtres, pour se faire plaisir. Ne pas venir aurait été comme snober un copain de passage. Notre présence allait de soi. Le noir se fit dans la salle. Un piano commença à jouer, et presque aussitôt, sans chichi, Léo se retrouva devant le micro. Dans la lueur du projo, sur sa gueule d'anard, applaudissements du public, ovation de notre part. Nous nous étions levés, sifflements, cris, Léo, Léo. De la scène, Léo devait voir quelque chose s'agiter dans le fond, en haut, à droite. Il leva la tête vers nous. Vive l'anarchie, lançai-je. À son tour, Scribe cria Vive l'anarchie. Vive l'anarchie, reprit un troisième. Les visages se tournaient vers nous. Nous étions repérés, catalogués. C'est ce que nous voulions, les anards de service. Nous étions dans le bonheur d'écouter Léo. C'était fort. Au piano, Popol Castagnier s'en donnait à cœur joie. On sentait la complicité entre le chanteur et l'accompagnateur. Un compagnonnage, pas un asservissement de l'un à l'autre. Les chansons des disques amour-anarchie se succédaient. Poète, vos papiers, documenti, intimait Léo, singeant un douanier ou un flic quelconque. La mémoire et la mer, la folie, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Cette blessure d'où je viens. Sur la scène, je les connais encore par cœur. Puis, pour chanter les chansons de son nouvel album, La Solitude, qu'il avait enregistré avec le groupe Zo, des bandes démarrèrent. Popol Castagnier avait quitté les planches. On avait vaguement espéré que Zo serait là, sait-on jamais. Quand Léo entonna la Zenana, ce fut le délire parmi nous. Elle est là, criait-on de toutes parts dans le groupe. Spectateurs et chanteurs semblaient intrigués par ce tapage qu'ils ne comprenaient pas. Ze nous regardait souriante, amusée. Fausto et Sono la prirent sous les bras et les jambes et la soulevèrent de son siège. Ils la portèrent ainsi jusqu'à la fin de la chanson. On riait et on était fiers de notre Ze. Quelques gros bras de l'organisation, un syndicat je crois, se rapprochèrent. Voilà. Ce serait trop long après. Donc un parti groupe, une partie Léo, quoi. Mais ouais, c'est bien. Ça, tu vois, je me sens... mais bon, il y a une part d'inventé même là-dedans, quoi. Tu vois, bon. J'ai changé le nom du café, etc. Je fais le dernier. Le visage de Sitting Bull dit « Je suis là ». La vie a creusé mes rides, cerné mes yeux. Le regard droit, je vous laisse venir à moi. Homme de l'avenir, vous traverserez ma face cuite vers les plaines, les grandes plaines, où j'ai chevauché en homme libre. Sur cette terre à laquelle j'appartiens, je suis là. Après les combats gagnés, perdus, contre les hommes sans parole qui veulent s'approprier la terre, la rivière, la montagne, chasser mes frères de leur course sans fin, sous le ciel les figer, sous le couvercle. Des nuages j'ai vécu l'exil, la prison, la trahison, et je suis là face à l'œil de faucons qui emportent le corps sans le prendre. Je regarde sans peur ceux qui me verront, je laisse dans le vent les paroles d'un vivant, elles voleront, ailes de papillon, vers ceux qui savent s'asseoir pour écouter
silence. Entendre les voix qui vibrent dans l'air, la voix de l'herbe, le chant des arbres, celui de la pierre qui roule, le crissement des insectes, le murmure de l'eau, le souffle des amants, entend la musique du temps, la mélopée d'un humain, nommé Sitting Bull.